Bonjour. En ce 8 décembre, je vous amène dehors, on va discuter un peu. Ouais, je vous amène dehors avec mes deux compatriotes, la hockeyeuse et le bûcheron. Aujourd'hui, je vais vous dire un peu l'inverse de ce que j'ai dit l'autre jour. C'est-à-dire que l'autre jour, j'ai dit il faut décentraliser. Aujourd'hui, je vais vous dire non, mais ça sert à rien de décentraliser comme des fous. Faut se calmer aussi. Hein. Pourquoi? Bah allez, je commence. Je commence avec le pire de tous, probablement. On dit Amazon, on fait comme ah, AWS, tout le monde devient fou au bûcher. Ouais, bah ça dépend pour qui déjà, parce qu'il y en a qui l'utilisent AWS, sinon ça serait pas un dominant sur le marché. AWS propose énormément de services. C'est pas un simple hébergeur. AWS, c'est une myriade de services et de produits adaptés à de l'IoT par exemple, oula, je voulais pas cliquer dessus, c'est pas grave. Adapté à de l'IoT, adapté à du stockage, adapté à toutes sortes de services, adapté à du machine learning, adapté à tout ce que vous voulez, et à moindre frais. Ils ont des serveurs, des machines déjà en place, et en fait, on a juste besoin de payer le calcul, de payer la puissance, de payer l'usage de leur API pour pouvoir les utiliser. Alors c'est sûr, ils font de l'hébergement aussi, on peut mettre une machine virtuelle chez eux, on héberge et puis on gère soi-même. Mais on peut aussi coupler entre j'héberge un Symfony sur un serveur EC2 et puis à un moment donné j'aurais besoin pour je sais pas quelle optimisation de mettre des fichiers ou des objets ou bref, il y a plein de choses de possibles avec AWS. Et s'ils ont tout ça, c'est à quelque part parce qu'ils avaient les moyens. Et désormais, il y a plein d'entreprises qui ont pu se développer à moindre frais grâce à AWS. Il faut l'avouer. Même si je préférerais avoir un web entièrement décentralisé, il faut quand même avouer que quand une grosse entreprise a les moyens de proposer des services efficaces, peu chers, on ne peut qu'applaudir le fait que certaines startups ont pu grossir, ont pu naître grâce à des services accessibles. C'est quand même pas rien. Donc, si on peut se passer d'AWS, c'est sûr que c'est mieux. Mais à un moment donné, si c'est le seul truc qui répond vraiment à votre besoin et que vous pourrez développer votre application rapidement, développer votre projet rapidement, ben c'est peut-être une bonne chose en fait d'aller chez AWS. Et ça ne vous empêche pas de migrer plus tard. Ça dépend toujours de ce que vous utilisez. La migration sera plus ou moins compliquée. Mais pensez-y. Allez, je vais sortir un autre gros mot. Wix. Alors pourquoi Wix? Bah Wix c'est un peu centralisé. Après tout, on a tellement de sites de petits commerces, de petits sites e-commerce, oui tout à fait, et d'indépendants qui s'installent sur Wix. Parce que ils connaissent pas grand chose en design, peut-être même pas en référencement, mais là, à moindre frais, ils peuvent avoir leur propre site. Moi qui ai été freelance, quelqu'un qui a pas les moyens et que je lui dis bah ça va être 2000 € minimum pour les quelques pages que vous voulez. Les clients qui font une drôle de tête, bon après on peut peut-être réduire les coûts, puis on dit bon bah si vous prenez un thème auquel je touche pas trop, si vous faites plein de contenu vous-même, si finalement je vous laisse fusiller votre site, bah, je vais mettre du cœur dans quelque chose dans lequel finalement le projet va pas être aussi bien que ce que j'aurais voulu. Enfin, bah, tant qu'à faire, si c'est quelqu'un qui est prêt à bidouiller son site lui-même, à créer son design lui-même à partir de templates ou de choix de couleurs, et ben tant mieux s'il peut le faire avec Wix. Tant mieux si c'est accessible. Tant mieux si ça permet à des gens d'apprivoiser le web, de se créer un premier outil. Encore là, pour une petite entreprise qui souhaite juste avoir une présence en ligne et qui plus tard va peut-être vouloir grossir ses services en ligne, va peut-être vouloir, je sais pas, avoir un helpdesk, puis même un helpdesk qui pourrait aller voir un autre prestataire. Mais je sais pas, peut-être qu'ils vont se dire il faudrait qu'on développe une application. Ah ben là si on commence à développer une application, il va peut-être falloir du vrai dev. Ou pas, hein, parce qu'il y a encore le no-code et il y a encore plein de solutions. Mais à quelque part,
ou X, si ça permet à des gens d'avoir leur présence en ligne à moindre frais, moi, franchement, ça me gêne pas. Ça obligera les développeurs, ou plutôt ça permettra aux développeurs de travailler sur du vrai code, sur des vrais projets. Pendant que y en a qui sont en train de toujours faire les mêmes sites vitrines et les mêmes sites e-commerce avec des thèmes différents, et ben y en a d'autres qui développent des grosses applications avec des niveaux de technicité intéressants, avec des résolutions de bugs un peu pointues. Quand on fait juste du site vitrine ou du site e-commerce, on n'a pas nécessairement tout ça et on peut se lasser du métier de développeur. Moi, il y a un peu plus de 10 ans, j'avais l'impression que finalement, être développeur, c'était faire de la com pour les autres, aider la com des autres. Et j'avais forcément conscience qu'on pouvait développer mieux que ça, mais j'avais l'impression que soit on créait une start-up, soit on se retrouvait à faire de la com pour les autres. Finalement, c'est quand même plus diversifié que ça. Je suis content d'avoir insisté dans le métier et d'avoir découvert qu'on pouvait faire beaucoup plus de choses que ça et d'avoir vu qu'on pouvait mettre beaucoup plus de passion là-dedans. Dernière chose que je vais aborder avec vous, c'est le coût de la décentralisation. Qu'est-ce que ça représente de décentraliser? Et je vais fermer ça. Voilà. Qu'est-ce que ça représente de décentraliser? Si je décide de tout héberger, bon d'accord, peut-être que héberger, ça veut dire que je vais devoir avoir des machines chez moi. Bon, pourquoi pas, mais c'est pas la seule chose. C'est aussi du temps et c'est aussi de la compétence. Alors attention, c'est une aventure, ça peut être très intéressant. Si vous vous lancez dans la décentralisation et que vous vous dites je vais héberger moi-même mon serveur de mail, bon courage. Parce que vous allez forcément faire des erreurs. Vous allez forcément vous retrouver dans un moment donné coincé parce que vous recevez plus les emails. Ou parce que tous les emails que vous envoyez ne sont jamais reçus par qui que ce soit. Et là, vous serez bien embêté. Il y a plein de petits aspects de config avec les emails qui sont un peu complexes. Gérer les spams, ça peut être vraiment, vraiment chiant. Ça dépend à quel point tous les emails qui entrent sont fusillés par l'anti-spam. Je vais utiliser ce mot-là parce que c'est comme le email il rentre et oups, purée. Bon, après, il y a des configurations, il y a plein de choses. Mais il y a énormément d'étapes, en fait. Il y a plein de choses à voir. Il y a juste la machine. Si vous décidez d'avoir la machine chez vous, vous n'allez pas mettre juste un disque dur. Vous allez avoir une stratégie de sauvegarde des données. Donc, il va vous falloir à la fois faire des backups et à la fois avoir un RAID, quelque chose qui va vous permettre de dupliquer les disques durs au cas où il y en a un qui plante, au cas où il y en a un qui arrête de marcher. Donc déjà, techniquement, il y a quelque chose qui est au-delà du dev. Là, on est sur de l'admin 6, admin réseau. C'est un métier. C'est un métier. Ensuite, il y a des aspects de configuration. Je reste toujours sur des emails. Hein. On va juste héberger des emails. Il y a des aspects de configuration un peu complexes qu'il faut apprendre. C'est pas impossible, hein, c'est pas inaccessible. Mais ça représente beaucoup de temps quand on est en train d'apprendre et de faire soi-même. Et ça représente forcément de l'énergie, des pertes. Donc, à vous de voir. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que vous voulez la boîte email super jolie, facile et hyper pratique qui vous permet de juste gérer des emails? Ou est-ce que vous voulez absolument être indépendant et risquer d'avoir peut-être des pertes de emails, peut-être un peu moins d'options, peut-être que vous allez recevoir plus de spam ou peut-être que votre anti-spam va faire que vous allez pas tout recevoir. Voilà, je radote un peu, mais c'est pour dire, juste pour les emails, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir un chaton. J'en ai reparlé des chatons l'autre jour. Donc, aller rejoindre un chaton, c'est se donner la possibilité de profiter de la compétence et du savoir-faire de quelqu'un d'autre et se dire, au lieu d'avoir un service gratuit chez Google qui n'est pas entièrement gratuit parce qu'après tout, ils utilisent probablement les données pour toutes sortes de raisons, on va donner un peu d'argent à une association ou à une petite entreprise locale et ils vont s'occuper d'héberger mes emails, par exemple. Alors, je parle de email, mais ça va être la même chose avec, j'ai parlé de Nextcloud. Pareil pour Nextcloud.
Nextcloud, si je veux me l'installer, il va falloir que je le maintienne au minimum. Il faut faire des mises à jour. Et puis parfois il y a peut-être un truc qui plante, un truc que j'avais pas prévu. Et puis parfois c'est peut-être ma machine qui va planter en fait. C'est peut-être le serveur de base de données qui est avec qui va planter. Donc, décentraliser, c'est pas toujours la solution. Il est possible parfois de faire autrement. Il est peut-être nécessaire même, dans certains projets, de faire autrement. Voilà, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Encore une fois, j'ai fait 10 minutes. Bon, bah tant pis, hein, j'arriverai pas à faire 8-9 minutes comme je pensais faire. Tant pis. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.